Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien en direct de Al24 News pour un nouveau numéro de l'échiquier international. Trump vient de dévoiler son plan de paix. La Russie et la Chine estiment que tout plan pouvant aboutir à un cessez-le-feu est le bienvenu. En revanche, l'Europe, toujours plus zélée, exhortant le Hamas à l'accepter sans délai. Et alors que le plan note entre autres une démilitarisation du Hamas, mais n'évoque à aucun moment l'armement non conventionnel utilisé par l'entité sioniste, finalement, s'agit-il d'un plan de paix pour Hamas et les Palestiniens ou tout simplement d'un arrêt de mort? Sommes-nous en train d'assister amèrement à la fin de la Palestine? Tout de suite, le développement. Pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir Christophe Oberlin, chirurgien spécialisé dans la chirurgie de la main, mais également grand humanitaire qui a effectué plusieurs missions à Gaza depuis le début de la guerre ou du génocide contre les Palestiniens. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages, dont Cheikh Yassine, le fondateur du Hamas. Christophe Oberlin, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Madame Gertal. Alors, Monsieur Christophe Oberlin, Trump vient d'élaborer un plan de paix tel qu'il est appelé. C'est comme ça que je vous le redonne. Donc, ce plan de paix a été salué un petit peu par la communauté internationale, les Européens, aussi bien que la Russie, aussi bien que la Chine. Les Européens se sont même positionnés en disant qu'il faut accepter ce plan de paix pour le Hamas, bien entendu, sans délai. Pour ce qui est par exemple de la position russe ou même chinoise, qui sont restés quand même assez soft en disant que tout plan de paix serait le bienvenu pour un cessez-le-feu contre les Palestiniens. Mais toujours est-il, que faille-t-il penser de ce plan de paix de Trump? Tout on exposera tout à l'heure, bien sûr, les points ou les quelques points que comporte ce plan de paix. Mais surtout, c'est un plan de paix qui parle de démilitarisation. Que faut-il penser de ce plan de Trump? Écoutez, je crois que la pensée de M. Trump est complexe, elle est très erratique, et je crois que la première personne à interroger, ce sont les Palestiniens. Et je note qu'avec beaucoup d'intelligence, ils ont attendu, je ne parle pas de l'autorité palestinienne, qui pour moi ne fait pas partie des Palestiniens, mais je parle que ceux qui sont en lutte actuellement, eh bien, à ma connaissance, ont attendu de recevoir un véritable plan qui leur était destiné. Vous savez, je suis chirurgien et l'autre jour, un de mes amis faisait la réflexion, c'est quand même étonnant cette histoire en Israël-Palestine, c'est comme un chirurgien qui opérerait sans le consentement du patient, vous voyez. Donc j'attends, moi, la réponse du Hamas en l'occurrence. Ce qu'on voit, en tout cas, c'est qu'il y a une réponse en dehors de la réponse des Palestiniens, des vrais Palestiniens. Il y a une réponse très importante qui est à attendre, c'est la réponse de l'Iran. L'Iran l'a donnée d'une certaine façon lors du vote du texte de la déclaration de New York, où l'Iran ne s'est pas déplacé. Et l'absence de déplacement correspondait à une position intellectuelle extrêmement précise. Nous n'allons pas venir soutenir un texte qui, en dehors de la reconnaissance d'un État palestinien, eh bien, a mis toute une série de conditions aussi lointaines parfois que la reconnaissance d'un État. Il n'est pas question de nous prêter à ce jeu. Bon, il n'empêche que l'immense majorité des États, bien entendu, puisque en dehors de la reconnaissance de l'État palestinien qui était importante, eh bien, ils n'ont pas tenu compte de tous les attendus. Et ces attendus qui avaient été d'ailleurs très bien écrits déjà par Monsieur Macron dans sa lettre du 17 août, si je me souviens bien, de cette année, eh bien, ça a été largement repris dans la déclaration de New York. C'est un plan qu'on pourrait qualifier par les 3 I, c'est-à-dire immoral qui consiste à demander aux victimes de remettre leurs armes, en gros, au gouvernement de Pétain, immoral, illégal,
le droit à la résistance existe et donc il y a toute une série de règles en droit international. Et enfin, surtout, je dirais presque le plus grave, irréaliste, parce qu'il est évidemment clair que ce plan ne marchera pas. Oui. Les Palestiniens qui luttent avec des moyens extrêmement limités ne remettront pas les armes. Imaginons-nous dans la situation de ces familles exterminées dont il reste un seul survivant. À ma connaissance, le gouvernement du Hamas en a énombré 5000. Que va-t-il rester aux survivants si ce n'est la décision d'aller se former très rapidement à la résistance de type guérilla, et donc cette guérilla va se poursuivre. Donc oui. ce plan ne fera pas avancer les choses à moins d'un événement imprévu. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser des questions aujourd'hui. Comment peut-on demander à une victime, finalement, de déposer le dernier instrument, pour ne pas dire arme, de défense qui lui permette, finalement, de résister? C'est un peu... On est complètement dans un non-sens avec ce plan. N'empêche que ce plan a été quand même accueilli donc par la communauté internationale avec beaucoup d'appréciation. Certains ont choisi leurs mots, d'autres ont été plus directs. Par exemple, la communauté européenne dit que c'est un bon plan et que le Hamas doit l'accepter sans délai. Alors, on est finalement, tout le monde est... on a l'impression que tout le monde s'est mis d'accord que le plan de paix, de cessez-le-feu existe. C'est juste que c'est Hamas qui bloque. Oui, alors là, je dirais que le Hamas n'a pas réagi, il a bien fait. Puisque ce plan n'a pas été délivré à la partie négociante de manière complète. Donc on ne peut pas lui reprocher au moins ce que vous disiez, le Hamas qui bloque. Par contre, je discuterai un petit peu la formule, la communauté européenne, la politique internationale, les affaires étrangères sont du ressort de chaque État. Il n'y a pas de politique étrangère européenne. Et la personne qui est intitulée, déléguée ou chargée de, finalement, n'a qu'une représentativité très, très officieuse. En réalité, chaque pays fait différemment. Et voyez la manière dont, par exemple, l'Espagne et la France gèrent la question de la flottille. Le Premier ministre espagnol et la totalité de son gouvernement ont fait des déclarations sans ambiguïté en faveur des Palestiniens et de leur droit à la résistance. Donc, il n'y a pas d'unité. L'espèce d'unité, là, je veux dire que je souffre quand je me fais résumer par mon entourage ce qui est dit aux grandes heures d'écoute sur la principale radio française, où véritablement, il n'y a strictement aucune contradiction à la parole israélienne, c'est-à-dire celle qui est portée par un lobbyiste bien connu de l'Institut d'études politiques de Paris, qui s'appelle Frédéric Ancel. Il est tout à fait anormal et humiliant pour un pays comme le mien que de telles personnes soient appelées en permanence pour nous sortir la politique qui a été décidée par M. Netanyahou. C'est vraiment humiliant. Oui, justement, pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'on a l'impression que le plan est tout fait, que tout le monde est d'accord, même si on verra par la suite que l'antité-sioniste, avec son ministre des Finances, le criminel Smotrich, a quand même émis de grandes réserves qu'il a qualifié donc ce plan de tous les noms d'oiseaux qu'on citera tout à l'heure. Ce n'est pas seulement le fait de dire que Israël ou Benjamin Netanyahou est accepté. Le problème, c'est que on dit que sur ce plan de paix, il ne reste que l'acceptation de Hamas. C'est-à-dire que si Hamas, aujourd'hui, vient à dire que ce plan ne nous convient pas, que c'est un décret de mort, que c'est un arrêt de mort, que c'est une reddition, ce n'est pas un plan de paix, eh ben, on pourrait dire que la foudre va s'abattre sur la Palestine et que ce sera de la faute de Hamas. Écoutez, je comprends ce que vous dites, mais je n'en suis pas si sûr, parce que à travers tous ces errements, on voit quand même un certain choses qui ont été avancées. La déportation massive des Palestiniens de Gaza était envisagée par M. Trump I, par son gendre, M. Kushner. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Toute une série de chefs d'État européens se sont prononcés pour l'importance de renoncer absolument à des déportations massives. Donc ça, c'est un point
qui semble consensuel au niveau des dirigeants européens. En ce qui concerne la gouvernance, par contre, c'est un véritable grand bond en arrière et quelle insulte envoyée à la population palestinienne que de faire revenir Monsieur Blair, qui a été vraiment l'artisan des guerres d'Irak et de la destruction de l'Irak, même s'il a, dit-on, un carnet d'adresses, et c'est vrai qu'il a été reçu à de très nombreuses fois par les dirigeants du Hamas, c'est quelqu'un qui véritablement a montré qu'il était hors de course pour apporter quoi que ce soit aux Palestiniens. Quant à ce plan qui remettrait en fait à la gouvernance américaine la gestion de la bande de Gaza pendant 5 ans, c'est une absurdité qui évidemment n'aura pas lieu. Alors depuis le nouveau canal de Suez à travers la bande de Gaza, en passant par la création d'un port artificiel sur une île artificielle en face de Gaza, on n'en est pas à un plan totalement irréaliste, et essayons de garder les pieds sur terre. Et écoutons, attendons d'écouter ce que dit ou dira la grande puissance régionale militaire qui est l'Iran. L'Iran est le seul pays de la région qui est capable de donner une voix et d'avoir aussi une certaine puissance militaire pour adosser son discours politique. Pour l'instant, on n'a pas encore la réponse de Hamas, hein, mais il y a eu des échos qui disent que Hamas ne serait pas tout à fait d'accord sur ces 21 points qu'elle rejette peut-être pour beaucoup de raisons, des raisons même, je dirais, qui sont de bonne guerre. Alors, le plan dit qu'il doit y avoir la surveillance donc du gouvernement de transition sur la bande de Gaza, qu'il va y avoir bien sûr la démilitarisation de tout le Hamas et que tous ceux qui feront donc ce pas seront ou bénéficieront d'une amnistie pour une coexistence pacifique avec l'entité sioniste, que les otages soient libérés, qu'il y ait un retrait donc progressif des forces israéliennes de l'autre part, une fois que bien sûr Hamas aura rendu toutes les armes, qu'ils auront détruit tous les tunnels, parce que c'est ce que dit le plan, qu'il y aura donc un comité de surveillance qui donc fait mention de Tony Blair, le retour finalement de Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. Que va-t-il finalement penser de cela lorsqu'on sait que Tony Blair, lui-même, dans son passif politique, n'a pas vraiment brillé pour avoir réellement eu des succès dans des affaires de médiation? Que fera-t-il pour Gaza? Écoutez, je crois que l'arrogance occidentale est là à plein. Je rappelais que la bande de Gaza est remplie de gens extrêmement éduqués. Il y a des ministres, il y a des responsables. Il y a encore quelques jours, un examen, par exemple, a été mené sous l'autorité du ministère de la Santé pour diplômer en chirurgie orthopédique, c'est ma spécialité, donc je suis au courant. Eh bien, 3 nouveaux chirurgiens orthopédistes. Il y a une administration avec une certaine sécurité. Les entrées et les sorties de Gaza sont bien entendu contrôlées par Israël et par l'Égypte, mais il y a aussi un contrôle de l'administration locale. Donc il n'y a pas de meilleure administration pour gouverner Gaza que l'administration qui a gouverné pendant 18 ans et surtout qui a géré les services publics, les hôpitaux, l'enseignement et même la sécurité. Autrement dit, on est complètement hors sol lorsqu'on propose ça. Je me souviens, lors d'une Xème agression sur Gaza, les responsables locaux, c'était à l'époque d'un gouvernement d'union nationale, donc c'était des responsables Fatah et Hamas, eh bien, m'avaient dit qu'ils avaient une visite de l'Union européenne, qui leur avait dit des émissaires, que pouvons-nous faire sur vous? Et nous vous proposons de mettre à votre disposition des gardes du corps. Vous voyez à quel point, dans cette bande de Gaza, qui est un des endroits où la criminalité est la plus faible, eh bien, on s'imagine qu'en apportant des gardes du corps, qui sont en réalité des espions, on va répondre à leurs besoins. Non, la gestion de la bande de Gaza, c'est toujours fait par les Palestiniens et avec aussi l'aide des excellents fonctionnaires de l'ONU. Ils sont capables de gérer toutes les situations, y compris les situations de famine. Il faut simplement les laisser travailler. Et pour tout le reste, ce qu'on attend des militaires, eh bien, c'est un cessez-le-feu de longue durée qui permettrait justement, eh bien, de négocier un échange des otages, car rappelons les près de 10 000 otages
Palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes et qui constituent pour chaque famille palestinienne un véritable couteau planté avec une cicatrice qui ne se referme pas. Il faut penser que les Palestiniens ne sont pas des animaux humains, mais des gens extrêmement éduqués comme nous tous. Oui. Alors, c'est vrai que ce plan, finalement, est un plan qui est pour les Palestiniens, concernant les Palestiniens, mais sans l'avis des Palestiniens. Le Qatar est en train de dire que Hamas, pour reprendre donc les propos du Qatar, examine de manière responsable le plan de Donald Trump. Mais finalement, ce plan, lorsqu'on va lire à peu près les grandes lignes, la destruction donc des tunnels, les installations de production d'armes, la gouvernance donc de transition de Gaza par les États-Unis et bien sûr le Conseil de paix chapeauté par Tony Blair. Nous avons également un cessez-le-feu, la libération des otages détenus par le Hamas, mais on ne parle pas tout à fait des prisonniers qui ont été donc faits prisonniers sans du tout passer donc par un jugement durant ce génocide de Gaza. En fait, il y a beaucoup de détails. Finalement, c'est un plan de paix ou c'est un plan de reddition, de capitulation. On veut faire de Gaza, si vous voulez, ou des Gazaouis, des gens soumis, complètement soumis, désarmés, démilitarisés, avec un Hamas qui n'existe plus. Ce n'est ni un plan de paix, ni une capitulation, parce qu'il n'y a pas de volonté de paix dans ce plan, et il n'y aura pas de capitulation de la part des Palestiniens. L'offensive palestinienne du 7 octobre, qui est la première offensive d'initiative palestinienne depuis 1948, cette première offensive qu'on dénonce à corps et à cri, eh bien, cette offensive a été préparée sur des dizaines d'années, les tunnels ont été préparés sur des dizaines d'années. Et ce n'est pas par hasard qu'au bout de 2 ans de bombardements inimaginables, eh bien, l'armée israélienne, soutenue par la plus puissante armée du monde, américaine, eh bien, est incapable de rester maître d'un seul mètre carré de la bande de Gaza de manière définitive. Certains de mes amis qui actuellement sont dans les hôpitaux, et je reçois des messages, je vous assure, extrêmement émouvants, de mes amis chirurgiens qui ont laissé leur famille sous des tentes à Mawassou, ils sont d'ailleurs bombardés régulièrement, eh bien, ils tiennent le coup dans les hôpitaux, ils opèrent. J'ai reçu 400 blessés en 3 jours et tous étaient à opérer. Ce sont les messages que je reçois, des messages d'épuisement. Ces gens-là sont décidés de toute façon à rester sur place et à moins qu'ils disparaissent, qu'ils soient exterminés jusqu'au dernier, il y aura toujours une résistance palestinienne. Donc les plans qui sont présentés sont complètement irrationnels et n'auront pas lieu. C'est des plans qui sont perdus d'avance. Alors cette histoire d'un délai de 5 ans de gouvernance américaine, c'est pour reporter encore à 5 ans les réflexions en obligeant le criminel de négocier avec la victime. Négocier quoi? On ne sait pas très bien. C'est un grand bond en arrière. Et vous savez, je lisais ces jours-ci le livre de Yahya Sinwar écrit en prison, eh bien, publié en 2004, vous voyez, il y a 20 ans, eh bien, il expliquait qu'on allait toujours trouver des gens pour nous renvoyer à des accords d'Oslo ou similaires. C'est-à-dire que la même méthode qui a échoué pendant près de 50 ans, eh bien, elle est présentée encore aujourd'hui et bien entendu, elle échouera. Ben voilà, finalement, vous faites bien de le dire parce que finalement, Sinwar a dit des vérités sur ce qu'on essaie un petit peu de ressusciter à tout prix les accords d'Oslo. C'est bien ce que reproche finalement Smotrich parce que c'est le ministre donc de l'entité sioniste des finances, ce Smotrich qui est connu pour être donc un radical d'extrême droite et un raciste. Il dit que ce plan est un échec diplomatique retentissant. C'est un peu ce qu'il dit pour ce qui concerne ce plan. Alors, si de telles critiques émanent même de ce gouvernement qui veut absolument détruire Gaza, pourquoi doit-on reprocher, par exemple, ce même discours, ou plus ou moins nuancé, lorsque c'est Hamas qui dit que non, ce plan ne convient pas du tout à ce qu'on appellerait un plan de paix? Écoutez, il y a 2 parties dans votre réflexion. Oui. La première, c'est de signaler le désarroi qui est au cœur même maintenant du pouvoir israélien, avec même dans le parti politique dominant, des dissensions extrêmement importantes. Donc ça,
c'est un signe, et plus M. Netanyahou se fâche avec des dirigeants, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, mieux ça marche. Je crois que tout a été dit, malgré l'apport extraordinaire apporté par M. Macron à M. Netanyahou. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont évidemment en froid. Le pape est antisémite, l'ONU est antisémite, le monde entier est antisémite. On voit quand même, et c'est le seul point positif finalement au cours des dernières semaines, des derniers mois, c'est un isolement de plus en plus important des dirigeants israéliens. Alors, je ne me fais pas d'illusions, M. Netanyahou disparu, il y en aura d'autres, mais en tout cas, il y a un véritable crispation, pour ne pas dire davantage, du côté israélien. Oui, dans ces cas-là... pardon, excusez-moi, il y avait la deuxième partie de la question. Oui, allez-y. Concernant le Hamas, je voudrais rappeler ce qui n'est jamais dit dans nos médias en France, que le plan du Hamas, depuis des dizaines d'années, est le plan le plus responsable, c'est-à-dire qu'il propose un cessez-le-feu de longue durée, 10 ans, 15 ans, 25 ans, accompagné de la création d'un État palestinien dans les frontières de 67, et à l'issue de ce délai, une fois que les armes se seront tues depuis longtemps, que les esprits se seront calmés, qu'il y aura eu un renouvellement des générations politiques, eh bien, à l'issue de cette trêve de longue durée, un référendum d'autodétermination portant sur le territoire de la Palestine historique, de la territoire de la Palestine du mandat britannique, avec une proposition, un État, deux États, pérennisation de la séparation ou intégration volontaire sur la base de l'autodétermination. Toute chose que pourraient parfaitement organiser les Nations Unies. Et je note, pour en revenir à l'Iran, qui est paru récemment, notamment à la foire du livre de Bagdad, eh bien, un livre dont on attend la diffusion, qui s'appelle Palestine Referendum, le référendum palestinien, et qui décrit, à ma connaissance, en détail les différentes étapes qui pourraient mener à ce référendum, évidemment, en commençant par un cessez-le-feu. Oui, alors Smotrich qui donc qualifie ce plan très critiqué de mélange indigeste. Cela pour dire quand même, Christophe Oberlin, aujourd'hui, que Trump dit qu'il faut absolument accepter ce plan, sinon le Hamas expirera en enfer s'il rejette cette proposition. C'est un ton menaçant, hein, où finalement on incombe toute la responsabilité à Hamas, ce qui n'est pas le cas. Écoutez, d'abord, l'enfer, les Palestiniens le vivent au quotidien depuis 2 ans dans la bande de Gaza et à un autre niveau, mais également en Cisjordanie. Les points acquis, c'est il n'y aura pas d'annexion de la Cisjordanie, les Palestiniens de Gaza ne partiront pas, ne seront pas expulsés massivement. Donc c'est déjà des points qui sont à peu près acquis au niveau international. Pour le reste, ce sont des mots, et ces mots peuvent changer en 48 heures, et donc attendons. Et je crois que ça sera la position du mouvement Hamas et de ses alliés, qui d'ailleurs, soit dit en passant, il y avait une vingtaine de groupes armés différents lors de l'attaque du 7 octobre, et d'ailleurs la Cour internationale de justice parle des groupes armés palestiniens et non pas du Hamas. Elle ne cite pas le mot Hamas. Il est vrai qu'on a dans ce plan de paix des éléments de langage qui sont très pernicieux, donc, et qui pourraient peut-être faire croire que ce sont deux armées qui s'affrontent. Ce n'est pas le cas, et ça tout le monde l'a compris. Toute l'humanité en tous les cas n'est pas dupe. Des éléments de langage qui parlent de démilitarisation. Lorsqu'on parle de démilitarisation, et on l'a vu par le passé, enfin un passé récent, avec par exemple le Hezbollah au Liban, où on parle encore de démilitarisation. Finalement, c'est un désarmement, ce n'est pas une démilitarisation, ce n'est pas une armée contre une armée. Si on devait parler par exemple de démilitarisation, je pense que le mot serait plus approprié par rapport à l'armée de l'entité sioniste. Oui, bien entendu, on parle de démilitariser la victime, c'est tout à fait... Je dirais que c'est presque le plus choquant de notre époque, cette remise en question complète, sans vouloir le dire, des pays occidentaux vis-à-vis du droit international. Et il est bon qu'un certain nombre d'initiatives juridiques
soient prises maintenant pour mettre en cause les complices du génocide en cours actuellement. Le génocide existe, tout cela sera officialisé par la décision de la Cour internationale de justice, mais il n'y a pas de doute. Et le grand procès du XXe siècle, du XXIe siècle, sera le procès de ce génocide. Alors bien, on peut penser que certaines personnes ne le verront pas, mais d'autres le verront, en particulier les complices. Je pense en particulier au président français qui devrait se retrouver un jour interrogé sur ses actions ou son manque d'action lorsque la Cour internationale de justice a demandé, a exigé, comme c'est la règle, des mesures provisoires contre le génocide en cours. Merci beaucoup Christophe Oberlin. Je rappelle que vous êtes donc chirurgien spécialisé dans la chirurgie de la main, que vous êtes également un grand humanitaire, qui vous avez contribué durant le génocide de Araza donc à des missions humanitaires. Merci à vous de nous avoir contribué pour cet échange. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.